Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs, bienvenue à la tribune du festin intellectuel, cet exercice cognitif qui consiste à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 février 2023. J'ai dit merci à tous ceux qui aiment cette philosophie, cette manière de penser et je vous dis, nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Aujourd'hui, nous avons 4 sujets à la fois simples, mais qui demandent quelques petites explications pour de rappel. Et en plus des 4 sujets, il y a aussi Sundiata qui va nous faire aussi l'état des lieux du pays à travers le développement des différentes infrastructures qui sont en cours de réalisation. Et donc, ça sera tout pour cette journée de ce samedi 11 février 2023. Et comme je le disais, la première thématique du jour a pour titre Burkina Faso, Mali et Guinée appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Les ministères des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso ont tenu une rencontre ce jeudi 9 février à Ouagadougou. La rencontre s'est soldée par une déclaration par laquelle les 3 pays en transition demandent de mutualiser leurs efforts. Les chefs de la diplomatie des 3 pays demandent aux organisations sous-régionales et régionales de revoir leurs copies suite aux sanctions. Les sujets comme la réussite des processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel, la promotion de la bonne gouvernance et la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humains ont fait l'objet d'échanges. Les ministères des Affaires étrangères des 3 pays entendent faire l'axe Conakry-Bamako-Ouagadougou le moteur du développement de leur pays. C'est à partir de Conakry que les 2 autres pays souhaitent s'approvisionner en hydrocarbures, énergie électrique et autres produits de grande consommation. Sur le plan sécuritaire, les 3 pays ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région, tout en encourageant la recherche des solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés. Les ministres ont réaffirmé leurs engagements à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, explique Olivia Rouamba, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Les 3 pays appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ils demandent aux 2 organisations un appui technique, financier concret et conséquent pour soutenir les efforts de sécurisation et accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel. C'était un article tiré sur RFI.fr. Mesdames et messieurs, si nous avons tenu à lire ce sujet-là, c'est pour rappeler combien de fois l'inconstance peut être la chose la plus difficile à supporter. Dans l'article, vous avez bien entendu que les 3 pays disent qu'ils tiennent à leur souveraineté et qu'ils n'accepteraient pas l'ingérence de qui que ce soit qui ne serait pas dans l'intérêt de ces pays-là. J'aimerais être très heureux. Mais en même temps, dans le même article, et ça c'est Mme Rouamba qui le disait, la ministre des Affaires étrangères du Burkina actuellement, mais dans la même posture, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso demandent un appui technique, financier, afin qu'ils puissent concrétiser et soutenir les efforts de sécurisation et accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel. En termes simples, ça veut dire quoi? Ces 3 pays-là demandent de ne pas, ils ne veulent pas que quelqu'un s'ingère dans leurs affaires, mais en même temps, eux-mêmes, ils demandent que les gens leur donnent de l'argent, que les gens leur permettent de trouver des appuis techniques pour les aider à sécuriser leur pays et puis aider à organiser des élections. Je ne sais pas si peut-être c'est moi qui ne comprends pas ou qui suis peut-être loin de la réalité, mais je prends un exemple simple. Voilà quelqu'un qui dit « Je suis fier de moi-même et je n'accepterai jamais que quelqu'un s'immisce dans mes problèmes de famille. » Mais cette même personne-là va demander
au voisin de lui donner de l'argent pour payer sa popote ou bien pour payer la nourriture à la maison. Et cette même personne-là appelle les gens pour dire, comme je suis en palabre avec ma femme et qu'actuellement il n'y a pas la paix chez moi, et pour qu'il y ait la paix, il faut que moi et ma femme, on puisse trouver un terrain d'entente, ce qui supposerait ici dans le cas d'un pays une élection. Je vous demande de me donner de l'argent et de venir m'aider avec des appuis techniques pour organiser une élection, pour organiser l'entente entre moi et ma femme. Mais en ce moment, où est la logique? Personnellement, je ne comprends pas cette attitude incongrue de ces pays-là. Quand on se dit souverain, est-ce que la Russie, quand elle organise ses élections, la Russie qui est votre modèle, est-ce que la Russie demande l'appui technique, financier de quelqu'un pour pouvoir organiser la sécurité de son pays et son processus électoral pour revenir à un ordre constitutionnel? Ou même pour maintenir son ordre constitutionnel? Non. Pourquoi Sergei Lavrov était à Bamako le 8 février 2023. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé un appui financier pour pouvoir vous aider à organiser des élections et à sécuriser votre pays? Pourquoi vous ne lui avez pas dit de vous aider au retour à un ordre constitutionnel? Mais c'est à la CEDEAO et à l'Union africaine que vous venez demander. En réalité, chers parents, c'est une fuite en avant. Ces gens ne sont pas dotés de bonne volonté. Et comme ils n'ont pas d'argument pour faire des fuites en avant, ils utilisent tous les prétextes. En même temps qu'ils soufflent sur le chaud, ils soufflent sur le froid. Qu'est-ce que la CEDEAO et l'Union africaine vous demandent? Répondez clairement à cette question-là. Est-ce que vous êtes prêts à respecter les recommandations de la CEDEAO? Ma foi, vu votre posture, vous n'êtes pas sur la voie de respecter ces principes. Mais si vous ne respectez pas la feuille de route de la CEDEAO, comment voulez-vous que la CEDEAO puisse être un partenaire technique, financier, pour vous aider à sécuriser le pays et à vous accompagner dans le processus constitutionnel? Il n'y a pas plus de 2 jours, on a vu que Bamako, dans ses habitudes, venait de chasser ou de demander à un représentant de l'ONU de quitter le Mali. Comment vous direz-vous que, avec des personnes aussi instables et imprévisibles, la CEDEAO part se fourvoyer? Là où vous fourvoyez une institution internationale comme les représentants de la MINUSMA, est-ce que ce sont des représentants régionaux et continentaux que vous allez respecter? Voilà que vos attitudes, vos comportements amènent beaucoup de personnes à se poser plusieurs questions avant d'essayer de collaborer avec vous. Tel vous vous comportez, les gens regardent et les gens intelligents n'attendent pas que la même chose leur arrive. Ils se disent, mais si on peut faire ça aux Nations Unies, aux représentants de la MINUSMA, si on peut injustement arrêter des militaires qui sont partis dans un cadre légal pour vous aider, si on peut être si ingrat et détenir injustement ces personnes-là et les libérer sans raison, est-ce que ceux-là sont des gens fiables? Voilà autant de questions que les gens se posent et ce qui fait que les gens vous observent dans ce que vous dites. Parce que vous dites quelque chose, c'est que c'est votre souveraineté, mais en même temps, vous n'avez pas le courage de vous donner les moyens d'assumer cette souveraineté-là. Et ça devient donc du populisme, ça devient de la démagogie nauséabonde qui ne fait vraiment pas plaisir à quelqu'un. Et vous voyez bien, ils disent qu'ils vont créer l'axe Conakry, Bamako, Ouaga. Et qu'à partir de là, le Mali et le Burkina vont aller maintenant s'approvisionner en hydrocarbures, c'est-à-dire essence, gasoil, pétrole, à partir de la Guinée, et qu'ils vont aussi aller prendre l'électricité en Guinée et aussi les produits de grande consommation. Mais si le monde était si facile, les choses iraient mieux. Demandez vous-même dans quel état est-ce que la Guinée elle-même là se suffit en électricité. Quand on parle, ça demande un peu d'intelligence. Et c'est là qu'on découvre toute la nullité absolue de ces personnes-là qui se sont incrustées dans la politique et qui ne peuvent qu'improviser. Demandez-vous en l'état actuel, la Guinée elle-même là, à quel niveau d'électrification est-elle? Est-ce que la Guinée même peut se suffire en électricité? Est-ce que la Guinée se suffit en électricité? La réponse est NON, c'est-à-dire un grand nom en grand caractère. Est-ce que la Guinée elle-même a accès à tous les produits de grande consommation? La réponse est encore NON. Est-ce que la Guinée a les capacités de produire des hydrocarbures comme le fait la Côte d'Ivoire? La réponse est encore NON.
Donc, on ne parle pas pour parler. On n'organise pas des sommets parce qu'on a la haine ou bien parce qu'on a honte de ce qu'on a fait et qu'on voudrait, on voudrait faire retomber la faute sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vous a demandé de faire des successions de coups d'État. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a apporté les djihadistes chez vous. Et donc, en disant ces propos-là, que c'est à partir de Conakry que les deux autres, c'est-à-dire le Burkina et le Mali, souhaitent s'approvisionner en hydrocarbures, en énergie électrique et autres produits de grande nécessité. Dieu merci que vous souhaitez. Mais vous ne pouvez pas. Parce que je peux souhaiter me réveiller le matin et être milliardaire d'ici le soir. Mais c'est un souhait. Mais la réalité du terrain voudrait que je travaille. Et c'est là qu'on découvre la réalité. Et donc, ce que vous souhaitez, c'est une vue d'esprit qui n'est pas faisable. Et pourquoi ce n'est pas faisable, je viens de l'expliquer. La Guinée n'a pas les infrastructures pour traiter les hydrocarbures et pouvoir vous les donner comme le fait la Côte d'Ivoire. Voilà un premier pan. Deuxième chose, la Guinée n'a pas les infrastructures en termes d'énergie électrique puisque elle-même n'est même pas, elle ne se suffit même pas en électricité. Et parlons des produits de grande nécessité, tout le monde sait, et vous comptez sur le port de Conakry. Non, ce n'est pas seulement l'eau et la mer que vous voyez qui fait un port. C'est la capacité de pouvoir tirer qui fait un port. Mais malheureusement, quand l'intelligence n'est pas au rendez-vous, c'est à de tels raisonnements qu'on arrive et on est dans les souhaits sans essayer de regarder les vrais problèmes et essayer de les juger. Vous avez parlé aussi de la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humains à travers cette réunion-là. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous attendez depuis lors pour pouvoir passer aux actions? Et vous vous contredisez quand vous demandez aussi aux partenaires locaux que j'appelle la CEDEAO et l'UA continentaux de vous venir en aide pour l'aspect sécuritaire. Mais en même temps, plus haut, dans l'article, il est dit ici que vous allez mutualiser des moyens pour relever le défi sécuritaire. En réalité, on ne va pas continuer le massacre. C'était une réunion pour juste se complaire entre eux-mêmes. Mais en la réalité, c'était une réunion qui, avant même qu'elle ne soit réalisée, accouchait d'une souris morte. Pas seulement d'une souris, mais une souris morte. Parce que tout ce que vous avez dit, ce n'est pas faisable, ce n'est pas réaliste, et c'est une perte de temps pour les peuples. Malheureusement, il est dit plus un peuple est éduqué, plus le gouverner devient difficile. C'est vrai, mais en même temps, quand on abrutit un peuple à un point exponentiel, ça devient aussi un gros problème. Malheureusement, le peuple aime entendre savoir ça, mais il n'y aura rien de concret derrière. Ce n'est pas la première fois que vous le faites, ça ne sera pas la dernière fois, mais en réalité, là, vous allez tourner, vous allez revenir à la dure réalité. C'est que les principes et les différentes recommandations de la CEDEAO vous seront imposées. Les différentes recommandations de l'Union africaine vous seront imposées. Et vous n'avez d'autre choix. C'est la Côte d'Ivoire qui va vous donner l'électricité, les hydrocarbures et autres produits de grande nécessité. Parce que ce que vous êtes en train de dire, les oreilles des gens aiment entendre, mais ce n'est même pas faisable, même si vous voulez. Et même si c'était faisable, vous pensez que c'est dans le temps d'une transition que vous pourrez le faire. Vous n'êtes pas les personnes qui pourraient le faire et le temps ne vous donne pas son avantage pour pouvoir le faire. C'est toutes ces réalités pratiques et pragmatiques que je dis donc que ce que vous avez fait, c'est juste une perte de temps. Mais pour satisfaire les oreilles et les esprits faibles, vous avez fait cette réunion qui absolument est nulle, caduque et sans valeur pour moi. C'est ce que j'aimerais dire sur cette présentation. Avant de passer au sujet numéro 2, municipal 2023, Port-Bouët, des militants du RHDP réclament la candidature de Konaté Ibrahim. Dans une déclaration lue par leur porte-parole le jeudi 9 décembre 2023, les militants RHDP du quartier Jean Folly de Port-Bouët ont réclamé la candidature de M. Konaté Ibrahim aux prochaines élections municipales dans la commune de Port-Bouët. Nous, militants RHDP du quartier Jean Folly, souhaitons ardemment la candidature de M. Konaté Ibrahim à l'élection municipale prochaine. Nous pensons qu'il est le mieux placé pour faire gagner le parti, ont-ils dit.
Plusieurs raisons ont été évoquées pour justifier leur choix. Selon eux, M. Konaté Ibrahim a été l'un des principaux artisans de l'implantation du RHDP dans la commune. Ils mettent également en exergue l'énorme travail abattu par ce dernier pour la remobilisation des militants RHDP à Port-Boué ces dernières années. Il a initié, préparé et animé plusieurs rencontres pour redynamiser le parti à Port-Boué, a indiqué M. Bamba Mamadou. Outre son intense activité pour la remobilisation, les militants de Jean Folly ont évoqué aussi l'appui moral et financier apporté par Ibrahim Konaté aux populations, sans distinction dans les moments de joie, de tristesse et de fête, notamment les fêtes de Ramadan et de Tabaski, mais aussi les fêtes de la Noël et du Nouvel An, lors de la rentrée scolaire et aussi pendant les cas de maladie, mais également lors de la pandémie du Covid. Il paye lui-même les ordonnances médicales des militants qui le sollicitent, ou même de simples anonymes. En plus, il entretient constamment les bases du parti et assiste régulièrement les populations des quatre coins de la commune de Port-Boué. Il est le mieux placé pour nous ramener la victoire. Nous voulons qu'il soit le candidat du RHDP, a souligné M. Bamba Mamadou. C'était un article tiré d'Opéra News. Si je lis cet article, ce n'est pas que je soutiens monsieur... Comment il s'appelle déjà? Ce n'est pas que je soutiens monsieur Konaté Ibrahim, c'est pour revenir sur quelques détails que vous connaissez déjà, puisque tout le monde connaît le fond de notre pensée. C'est pour revenir sur la nécessité de faire les bons choix. Et sachez qu'à Port-Boué, le quartier Jean Folly n'est qu'une singularité parmi d'autres quartiers. Et donc, on ne peut pas se baser sur l'avis des gens du quartier Jean Folly pour dire que M. Konaté Ibrahim est le meilleur candidat ou qu'il ne le soit pas. Tel n'est pas le fond de ma pensée. On ne peut pas aussi se baser à la lecture de l'article sur le facteur que M. Ibrahim payerait certaines ordonnances et assisterait certaines personnes. On ne peut pas aussi se baser sur ces facteurs-là qui sont des avantages individuels pour ceux qui ont reçu ces faveurs-là pour dire que c'est l'homme qui peut candidater. Par contre, lorsqu'on me dit qu'il a initié, préparé et animé plusieurs rencontres pour redynamiser le RHDP à Port-Boué, je suis d'accord avec cette logique. Lorsqu'on me dit qu'il est quelqu'un qui participe activement à la vie du parti et qu'il est proche des bases militantes, je suis encore d'accord pour cette assertion-là. Et donc, ayant situé le contexte de là où je veux partir, je ne suis pas pour ces idées qui disent comme il paie nos ordonnances, comme il fait ceci, donc c'est le mieux à pouvoir être notre candidat. Il faut que ce soit un peu plus que ça. C'est vraiment important. Un homme politique doit être quelqu'un qui peut d'abord fédérer le parti, que ce soit au plan local ou plus global, mais aussi quelqu'un qui puisse permettre au parti d'aller plus haut. Et ça demande d'aller un peu plus au-delà des exigences et des satisfactions que chacun reçoit individuellement. C'est vraiment important. Maintenant, si nous prenons l'avis des gens du quartier Jean Folly, cela nous ramène à l'équation qui est simple. Le choix des candidats. Si 2, 3, 4, 5 quartiers où tout Port-Boué même se lève pour demander chacun leur candidat, parce que Jean Folly a demandé M. Konaté, mais un autre quartier peut demander éclaireur pro-vérité, un autre peut demander Sundiata, un autre peut demander, etc., etc. C'est là donc qu'on voit le rôle du directoire d'être celui-là qui est un arbitre, un stabilisateur et quelqu'un qui doit être capable de créer un débat interne pour nous sortir les meilleurs candidats. Quand on prend le cas même spécifique de Port-Boué, vous aurez vu que le parti, dans un premier temps, a voulu proposer le ministre Cissé, qui n'a pas accepté, Cissé Aboudraman. Après, ça a été Kakabe qui a décliné l'offre. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore de candidat. Et donc, qu'est-ce qui sera fait? Voilà la question qui se pose. Mais en réalité, la question ne devrait pas être la suivante. La question devrait être plutôt, qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin à cela? Parce que
On a vu d'autres régions où il y a des élections primaires qui ont été organisées. On a vu d'autres régions où, quand la direction a voulu s'impliquer, à travers des pourparlers, ils ont pu faire asseoir les différentes personnes et trouver des terrains d'entente. La question que moi j'aimerais poser, qu'est-ce qui fait défaut à Port-Bouët pour qu'on ne puisse pas écouter aussi la voix des militants, comme dans toutes les autres parties du pays? Parce qu'on peut simplement, à travers les échos de la population, savoir réellement, peut-être même que les gens et celui qui est le plus apte à être candidat n'est pas forcément M. Bamba, monsieur Konaté, ou ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais pour moi, en tout cas, la réalité, c'est qu'il faut écouter les différentes personnes qui aspirent à être candidates, mais au-delà, il faut aussi écouter aussi la voix du peuple pour essayer de revenir sur le terrain de la réalité et trouver le juste milieu qui puisse satisfaire la majorité des militants. Et sur cet article-là, c'est le peu que nous pourrions dire aujourd'hui, avant de pouvoir évoluer sur le sujet numéro 3, qui a pour titre l'enquête du jeudi, couverture sociale. Les travailleurs indépendants peu intéressés. Plus de 3 ans après son institution par l'État de Côte d'Ivoire, le régime social des travailleurs indépendants, en abrégé RSTI, semble peiner à intéresser les principaux concernés. Pourtant, ce régime leur propose de nombreux avantages. Une campagne de sensibilisation et de communication est organisée pour les informer de son bien fondé. Je sais ce que c'est que le régime social du travailleur indépendant. Je vois les agents en ville, mais je ne suis pas encore prêt pour m'enrôler, puisque le peu que je gagne ne couvre pas mes dépenses. C'est donc difficile pour moi de cotiser actuellement, nous explique avec une certaine désinvolture Siriki Dosso, chauffeur de taxi. L'avantage RSTI est que 50% des dépenses sont prises en charge. En cas de maladie, confie un commerçant. En dehors de ce fait, celui-ci pense que la cotisation n'est pas largement suffisante pour assurer sa retraite. Il ne s'est donc pas enrôlé pour cette raison. Tout comme lui, une autre vendeuse de divers articles rencontrée dans un marché d'Adjamé ne l'a pas encore fait. Elle n'en a aucune idée. Même son de cloche chez Ahmed, jeune vendeur de chaussures, qui veut savoir où et comment s'enrôler. Moi, je joue au foot, dit un jeune qui estime qu'à ce titre, il n'est pas concerné par le régime social du travailleur indépendant. J'en ai entendu parler à la télévision, mais je n'ai pas bien saisi, a fait savoir Ouattara A, qui ne semble pas pour le moment intéressé non plus. Autant de personnes interrogées qui ne se sentent pas concernées par cette couverture sociale qui répond pourtant à un besoin très important. Selon une note publiée par la Caisse nationale de prévoyance sociale, le régime social du travailleur indépendant est la couverture sociale obligatoire pour tous les travailleurs indépendants de Côte d'Ivoire. Il protège le travailleur indépendant en cas de maladie, en cas d'accident, en cas de maternité ou de vieillesse, en lui servant des prestations sociales. Institué par l'ordonnance numéro 2019-636 du 17 juillet 2019, le RSTI offre 2 principales prestations sociales qui procurent de nombreux avantages aux travailleurs indépendants. Il s'agit en premier des indemnités journalières. Ces indemnités sont payées aux travailleurs indépendants en cas de maladie ou d'accident, occasionnant une incapacité de travail de plus de 14 jours. Le montant de ces indemnités journalières est égal à 50% du revenu déclaré par le travailleur dans la limite de 90 000 francs par mois. Ces indemnités sont également payées à la femme travailleuse indépendante en cas de congé de maternité. Particulièrement pour ce cas, le montant des indemnités est égal à 100% du revenu déclaré par la travailleuse indépendante dans les limites de 180 000 francs CFA par mois. La seconde prestation du RSTI est la pension de retraite.
Le travailleur indépendant en bénéficie dès sa retraite jusqu'à son décès. En cas de décès, la pension de retraite est reversée sous condition aux ayants droit. Pour bénéficier des prestations du RSTI, le travailleur indépendant doit se déclarer à la CNPS en précisant son métier et le montant de la cotisation sociale qu'il s'engage à payer chaque mois. La cotisation est fixée librement dans le respect de la cotisation minimum de sa catégorie socio-professionnelle. Un travailleur indépendant est toute personne qui travaille à son propre compte, notamment en tant que transporteur, commerçant, artisan, exploitant minier, consultant, dirigeant non salarié d'entreprise, sportif, religieux, libéral, agriculteur, artiste. Est considéré aussi comme travailleur indépendant l'Ivoirien de la diaspora. Pour inciter à l'enrôlement, plusieurs actions sont menées par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale afin d'amener les populations à se faire enrôler. Des équipes de la CNPS ont sillonné des communes. Le ministre Adama Kamara a lui-même effectué une tournée auprès des transporteurs à Abidjan en 6 étapes du 23 au 28 janvier 2023. Il a été également dans la région du Gor, à Gagnoa, avec les équipes des institutions de la prévoyance sociale, IPS, que sont la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, la Caisse générale des retraites de l'État, la CEGRAE, et la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. L'objectif était d'exposer les bénéfices des produits et services mis à la disposition des populations par les institutions de la prévoyance sociale, mais aussi d'expliquer aux populations les processus d'enrôlement et de les inviter à adhérer aux différents projets de sécurité sociale. Les populations ont été également invitées à s'enrôler en ligne. À ce niveau, quelques internautes ont réagi pour comprendre le processus. Simon Adou, responsable de coordination du régime social des travailleurs indépendants à la direction projet de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, avait déclaré le 11 janvier 2022 que 65 000 travailleurs indépendants ont été enrôlés par la CNPS en 6 mois au titre du RSTI. La phase pilote d'enrôlement venait de s'achever et le paiement des cotisations démarrait ainsi. En cette année 2022, avec en perspective l'enrôlement de près de 500 000 personnes, il faut noter que ce sont près de 7 millions de travailleurs indépendants qui sont concernés par cette opération. Il y a donc beaucoup à faire. C'était un article tiré du journal en ligne lebanco.net. Effectivement, c'est vraiment très important et ce qui est dit là est plus que important. Et comme nous le disions, le gouvernement fait beaucoup d'efforts, ce qui est saluable et louable. Mais faudrait-il encore trouver les mécanismes à travers la communication pour convaincre davantage les populations? C'est vraiment important parce que c'est déjà mieux d'avoir, comme on le dit chez nous, un petit quelque chose que de ne rien avoir. Chers parents, c'est dans les moments de difficulté. La vieillesse n'est pas un jeu. Au moment où vous ne pouvez plus travailler. Aujourd'hui, vous êtes travailleur indépendant, vous gagnez quelque chose. Mais la vie n'est pas une équation qui est stable. Dans la vie, rien n'est permanent. Et lorsque on est travailleur indépendant et qu'on n'arrive plus à produire, ça peut être cas de maladie, ça peut être aussi quand même de vieillesse ou d'autres situations de la vie. C'est là où on se rend compte que on aurait dû. J'encourage surtout le ministère qui continue de faire ce travail et surtout le gouvernement. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile aussi pour l'homme qui est le travailleur indépendant, surtout le petit commerçant du quartier, qui gagne à peine sa pitance journalière, lui demander d'enlever la moitié ou les un quart, ce serait aussi déstabiliser sa vie. Et c'est surtout ça qui fatigue les gens aussi. C'est l'explication que moi je donne. Ça peut ne pas être forcément vrai, mais je pense que l'homme travailleur indépendant ou la femme travailleuse indépendante, souvent la vie n'est pas toujours facile. Et le peu que nous arrivons à gagner permet de juste subvenir à nos besoins, de sorte qu'il est très difficile de pouvoir se surpasser. Il y a ça aussi. Il faut donc écouter les populations, trouver des mécanismes avec elles
pour que le maximum de personnes puissent adhérer à cette cause-là pour leur propre bien et leurs propres avantages. Ce sera encore plus intéressant. Et donc, il faut saluer le gouvernement, il faut saluer le ministère en charge. Et je dis qu'il ne faut pas désespérer. C'est avec aussi le temps, comme on le dit, Rome n'a pas été construite en un jour. Et donc, petit à petit, tant que les gouvernants continueront et tant que nous continuerons à travers de telles communications à informer nos parents de l'utilité de ces prestations-là, je crois que les gens vont finir par comprendre et adhérer à cette cause. Et c'est ce qui va faire même que nous allons aller directement au sujet suivant, mais qui est une sortie de Sundiata, le conquérant, qui va nous faire l'état des lieux de réalisation du pays. Et vous savez que nous n'avons pas une voix plus fidèle que lui pour pouvoir nous faire l'état des lieux des différents projets qui sont en cours actuellement en Côte d'Ivoire en cette année 2023. Et nous écoutons ici M. Sundiata, le conquérant. Bonsoir ou bonjour à tous, comment vous allez? Je vais très bien. Aujourd'hui, ma communication va tourner autour d'un seul point. Il s'agit des travaux de construction, réhabilitation et bitumage de plusieurs routes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire au-delà d'Abidjan. Alors, je vais parler de certains travaux qui sont déjà réalisés. Je veux parler de certains travaux également qui sont en cours. Ceci est important de rendre l'information pour montrer à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a un excellent travail en cours en ce moment en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire bouge, la Côte d'Ivoire est sur le chemin du développement, la Côte d'Ivoire va impressionner le monde entier. Nous commençons avec la route de la Côtière qui part depuis, on va dire, Yopougon, en prenant la route de Dabou pour aller au carrefour Jacquesville, Dabou, Grand Laou, Fresco, Sassandra, San Pedro, Grand Beribi. C'est la route de la Côtière. Donc je reprends. La route de la Côtière, il s'agit de Yopougon, le carrefour Jacquesville, Dabou, Grand Laou, Fresco, Sassandra, San Pedro, Grand Beribi. Et cette distance est longue de plus de 365 km, c'est-à-dire sur le trajet en question depuis Yopougon jusqu'à Grand Beribi. C'est un peu plus de 365 km qui sont en réhabilitation, construction et bitumage par le consortium Soja Satom, Razel Faya, Colas. Non, pas Colas. Soja Satom, Razel Faya et PFO Africa. Voilà, c'est le consortium d'entreprises qui en ce moment travaille sur cette route. Un peu plus de 365 km à bitumer. Donc, ceci est très important à relever. Ensuite, vous avez la route qui part du péage Thomaset jusqu'à Beauville, qui est d'une longueur de 50,5 km, dont les travaux sont finis. Il reste quelques retouches. Donc, on va dire les travaux sont finis à un peu plus de 98% des taux de réalisation. Il reste juste quelques travaux d'embellissement, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez la route Korogo, Sirasso, Dianra, qui est une nouvelle route en construction et bitumage d'une longueur de 105 km. Vous avez également la route Bundiali-Dianra, qui est en construction et bitumage. Et ces deux axes sont de nouvelles routes qui sont en train d'être bitumées.
Pour dire quoi? Il sera possible désormais de relier la région du Poro en passant par celle du Béré jusqu'à la Bagoué. Mais je signale au passage déjà qu'il y a une route qui existe entre Korogo et la Bagoué qui part depuis Korogo jusqu'à Boundiali. En un mot, la boucle, elle est là. Il y a désormais la boucle qui part de Korogo, Sirassou, Dianra, Boundiali, Korogo. De sorte à désenclaver définitivement ces petites villes et ces différentes régions pour faciliter la libre circulation aux usagers de la route et aux populations. C'est si important. Il faut également préciser qu'au passage, en ce moment même, la réhabilitation, construction et bitumage de la route Korogo-Ferkessédougou est en cours. Il faut aussi préciser que la réhabilitation de la route Korogo-Kanawolo était en cours à un moment donné. À un moment donné également, les travaux ont été ralentis. Nous souhaitons vivement que ces travaux-là reprennent pour le bonheur des usagers de la route. À l'heure où je parle, je ne sais vraiment pas si effectivement ces travaux ont repris ou pas, mais je suis sûr que ces travaux avaient débuté. Nous souhaitons que ces travaux avancent. Il y a également la construction et bitumage de la nouvelle route Tchuro-Niaradougou-Guiembé-Dikodougou-Boron d'une distance de 85 km. C'est-à-dire c'est une nouvelle route en construction et bitumage. Les travaux sont en cours en ce moment. Il y a également les travaux de construction et bitumage de la route Tiébissou-Sakassou. Les travaux avancent très bien et cette route sera bitumée pour les usagers de la route et les populations de ces deux localités. Il y a également les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro, Mbaya, Yaokro, Alangwassou, dans la région du Nzi. Ces travaux avancent très bien et nous remercions tous ceux et toutes celles qui font ces travaux en ce moment. Nous remercions également le gouvernement. Il y a également les travaux de construction et bitumage de la route Mbato, Anoumaba, Séchi. Ces travaux sont en cours également pour le bonheur des populations du département de Mbato. Alors, il faut préciser également qu'il y a les travaux de l'axe Vavois-Zionoula d'une distance de 57 km qui sont en cours d'exécution en ce moment. Les travaux sont en cours d'exécution. Donc, voici quelques routes dont les travaux sont en cours de réalisation et aussi très bien avancés. Il faut également préciser que il y a les financements qui sont disponibles pour les travaux de construction de la route Ouangolodougou-Kawara, frontière Burkina Faso. Les financements également sont disponibles pour les travaux de construction de la route Ouangolodougou-Diawala, Pogo, frontière du Mali. Alors également, il y a le président de la République qui a donné des instructions pour l'accélération des travaux de construction de la route Korogo-Mbengue. Donc, il était important pour nous de retransmettre ces informations pour montrer à l'opinion publique nationale et internationale
qu'en Côte d'Ivoire, il y a un excellent travail en cours en ce qui concerne les réhabilitations, construction et bitumage de routes. La Côte d'Ivoire avance très bien. Nous allons terminer avec les travaux de l'autoroute Thiébissou, Bouaké, qui sont en cours en ce moment. Les travaux sont très bien avancés. Mais je vous dis qu'en réalité, la route, elle va aller au-delà de Bouaké. Le tracé, il est passé au-delà de Bouaké pour s'étendre sur une localité entre Katiola et Bouaké. Donc, ce qui veut dire quoi? L'autoroute va dépasser Bouaké. Et nous lançons un appel pour que les travaux de l'autoroute qui partent depuis là où l'autoroute va s'arrêter, c'est-à-dire entre Katiola et Bouaké, que les travaux partent de cette localité pour aller vers Katiola, Nyakaramandougou, Kanawolo, Tafiré, Ferkessédougou, Wangolodougou, frontière Burkina Faso. Parce qu'une nouvelle autoroute est prévue pour aller depuis, on va dire, Bouaké, Katiola, Nyakaramandougou, Kanawolo, Tafiré, Ferkessédougou, Wangolodougou, Kawara, frontière Burkina Faso. Donc nous souhaitons vivement que ces travaux soient lancés et nous encourageons le gouvernement, nous remercions le gouvernement, nous félicitons le gouvernement pour tous ces grands travaux un peu partout dans le pays. Évidemment, vous aurez constaté, je ne pourrais pas citer de bout en bout toutes les routes en chantier et tous les travaux déjà réalisés en ce qui concerne le bitumage des routes. Mais je n'ai fait que retransmettre des informations de certaines routes pour montrer à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a un excellent travail en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. Nous remercions le gouvernement, nous le félicitons. Je vous remercie tous. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Excellente soirée. Nous disons grandement merci à Sundiata le Conquérant pour ce travail énorme et très important qu'il ne cesse de faire. Et je tiens à vous dire que tout ce que Sundiata nous relaie, c'est sur la base du factuel, du réel, du concret. C'est-à-dire que c'est ce qu'il voit, qu'il nous dit. Et pour nous autres qui sommes en dehors du pays, ça ne peut que nous faire plaisir de savoir que nous avons quand même quelqu'un qui veille sur le travail qui est fait et qui nous rend fidèlement aussi ce qui est fait sur le terrain. Nous lui disons merci pour tous ces efforts qu'il fait de façon altruiste, de façon bénévole. Avant de tomber dans le quatrième et dernier sujet, je tiens à rappeler ici à tous les élèves de la classe d'Abidjan que le Cercle de réflexion internationale éclaireur pro-vérité qui a pour sigle agir ensemble pour promouvoir les bonnes valeurs d'humanisme porte à la connaissance de tous ceux et de toutes celles qui voudraient bien participer à la réunion prochaine. La coordination nationale du CRI EPV a le plaisir de vous convier à sa réunion mensuelle le dimanche 19 février 2023 à 9 h à Abobo, à la pâtisserie de la Maraoué. L'ordre du jour sera lecture du PV de la réunion précédente, information, dispositions à prendre pendant les directs, confection de gadgets pour le CRI EPV et divers. Nous comptons sur la présence de tous les vrais EPV d'Abidjan. Et en nota bene, contactez Soro Lamoussa pour la situation géographique à travers le 07 07 03 89 77 ou le 05 06 31 23 08. Et Soro Lamoussa ou encore Rui de Kerensky, c'est le secrétaire national à l'administration. Il est exigé que toutes les personnes qui veulent assister respectent l'heure. La réunion commence à 9 h. La réunion doit réellement commencer à 9 h. Si vous voulez réellement participer,
Vous devrez être là avant 9 heures pour qu'elle puisse aussi finir dans de bonnes conditions et dans le temps. Et donc, c'était l'information que je souhaitais porter à la connaissance des uns et des autres. Avant de tomber définitivement dans le dernier sujet, halte à la démagogie, à la propagande et à la manipulation de l'opinion publique. Qui tient ce propos et en fait un principe de gouvernance politique ne peut incarner et défendre la paix civile. Moi, tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, le lendemain, je t'insulte. Tu ne vas pas en prison. Et tu es là, et on se regarde, disait M. Laurent Gbagbo, traduisant sa vision profonde de la confrontation politique et réécrivant dans le négationnisme l'histoire de sa gouvernance réelle lors de son meeting dans la Mai en décembre 2022 dernier. Dans ce discours emblématique, cousu d'invectives, de mensonges, d'appels à l'impunité, affleure la mentalité obsidionale, la conscience victimaire, l'esprit belliciste et l'anarchisme du chef du PPACI, Laurent Gbagbo. Sa gouvernance entre octobre 2000 et mars 2011 en fut la traduction concrète. Le chef du PPACI, Laurent Gbagbo, qui se prend pour un apôtre de la paix et du pardon, n'a pas changé. Et mesdames et messieurs, cela pourrait étonner certains. Pourquoi nous lisons cet article, qui est un article de notre père Alexis Diette? C'est suite à la remise du prix de la paix à Mme Angela Merkel le 8 février 2023. Et Laurent Gbagbo, qui se prenait pour un faiseur de paix, un apôtre de paix et du pardon. Et lorsque nous regardions, pour ceux qui ont l'esprit averti, ça nous fait rire. Et on se dit, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ou tout au moins, pour ne pas être dans un ton beaucoup plus grave, c'est le Satan même qui se moque de Dieu. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas changé. Il ne fait qu'à adapter son discours en fonction des événements et des lieux où il se trouve. Et c'est ça qu'on appelle la manipulation. Quand il se retrouve à la cérémonie du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix, il revêt, il porte les habits d'un apôtre de paix et de pardon. Et vous allez jurer que cet individu-là a changé. Mais lorsqu'il se retrouve là où peut s'aimer la haine, il n'hésite pas un seul instant, comme vous venez de l'entendre. Si on m'insulte, j'insulte. Mais Laurent Gbagbo, tu as quel âge? Laurent Gbagbo, toutes les vieilles personnes de ton âge, ou bien quelqu'un même qui a déjà dépassé la quarantaine, la cinquantaine, ne réagit pas comme ça. Moi, tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, le lendemain, je t'insulte. Mais ça, c'est effectivement l'attitude d'une personne qui est promotrice même de l'anarchisme et du désordre social. Et effectivement, Laurent Gbagbo le disait, je crois bien, en septembre 2020, après les premières attaques, que celui qui lui offre une fleur lui offre un câlin, mais celui qui lui offre l'épée, lui va utiliser l'épée. Mais quelle est la différence entre ce qu'il a dit et ce qu'il a... moi, tu m'insultes, je t'insulte, qu'il a répété en 2022. En réalité, l'homme, qu'il soit président de la République, qu'il soit opposant, a un goût sans limite pour la violence, a un goût sans limite pour tout ce qui est sans classe, pour tout ce qui est sans valeur. Et c'est ça qui explique en réalité l'échec fondamental de Laurent Gbagbo dans sa politique. Parce que c'est un négationniste patenté.
c'est un affabulateur. C'est une girouette politique qui se pensait être un véritable boulanger, ou lui-même disait qu'il est très fier que les autres disent qu'il est un magicien de mauvais goût qui ne fait que dans les tromperies. Et donc, en français simple, Laurent Gbagbo adapte, il change son comportement comme un caméléon. Et chaque fois, c'est lui qui accuse les autres. Mais tout ça, c'est fait sur la base du mensonge. Tout ça, c'est fait pour qu'on oublie les crimes que lui-même, Laurent Gbagbo, a commis. Et c'est pourquoi il est toujours dans l'anarchisme, il est toujours dans l'esprit d'opposition belliciste, dans l'esprit de la guerre, parce que pour lui, il n'y a pas autre moyen de pouvoir convaincre que la violence. Voilà l'homme Laurent Gbagbo. Et donc, c'est après qu'ils aient échoué dans leur tentative de salir le gouvernement, de permettre qu'il y ait une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, en encourageant le régime dictatorial, anarchiste, despotique, analphabète, djihadiste de Bamako, à arrêter et à condamner et emprisonner injustement nos militaires. C'est après avoir échoué à tout ça, après avoir échoué dans sa tentative de soutenir le CNT, parce que Laurent Gbagbo est resté à la haie, il a dit qu'il comprenait la position du CNT. Et donc, il comprenait pourquoi le CNT tuait des Ivoiriens. Il comprenait, et pour lui, c'était normal que Afin-Essan dise qu'il faut augmenter le nombre de morts, que Mabri, Albert Touakeus fasse rentrer des armes pour tuer les Ivoiriens, que Bédier dise on a fait 86 morts. Lui, il comprend cela. Ces gens peuvent mourir, ce n'est pas grave. De toute façon, ces personnes qui sont mortes ne sont pas de sa famille. Et donc, la vie doit continuer. Pour Laurent Gbagbo, faire de la politique, c'est verser du sang. Et c'est pourquoi vous verrez que, durant sa gestion, il a été ce politicien-là qui a versé le plus de sang. Que ce soit le sang des Africains, que ce soit le sang des Ivoiriens, que ce soit le sang même des personnes au-delà de nos frontières, qui ne se souviennent pas de Jean Hélène, qui ne se souviennent pas de ces expatriés par milliers qui ont été tués par Laurent Gbagbo. C'est ça pour lui la gestion. Et l'homme, si tu enlèves la violence dans la gestion de Laurent Gbagbo, c'est comme si tu demandais à une personne de ne plus respirer. Et donc, il faut que les uns les autres se mettent en tête. Nous sommes aujourd'hui le 11 février 2023. Laurent Gbagbo n'a jamais changé. Même s'il revenait au pouvoir, il va faire, comme je vous l'ai dit depuis mars 2021, il va faire encore plus de morts. S'il y a eu 3000 morts dans la tête de Laurent Gbagbo, cette fois-ci, il faut qu'il en fasse 3 millions. Faisons beaucoup attention. Cela est un discours interpellatif pour ceux qui veulent ouvrir leurs esprits. Mais ceux qui estiment que ce que nous disons n'a pas de valeur, cela ne vous concerne pas. Ici, nous parlons aux personnes intelligentes, aux personnes qui savent anticiper. Et donc, Laurent Gbagbo n'a pas changé, il n'a jamais voulu changer et il ne changera pas. Telle est la réalité qui s'impose malheureusement à notre pauvre Côte d'Ivoire. Et ce Laurent Gbagbo se retrouve encore en train de faire de la politique. Et c'est pourquoi donc, il faut être observateur et savoir là où nous allons pour avoir de la suite dans les idées. En réalité, est-ce que Laurent Gbagbo et sa bande sont là, Yamoussoukro, pour célébrer leur orgueil, leur ego? Ou bien lui et Bédier sont allés à Yamoussoukro durant cette cérémonie de remise du prix de la paix, Félix Houphouët-Boigny, pour célébrer véritablement les valeurs et les principes politiques symbolisés par Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Non seulement, mais pour s'y reconnaître. C'est vraiment important qu'on pose cette question. Est-ce que Laurent Gbagbo et puis Bédier, là, quand ils sont allés là-bas, là, est-ce qu'en réalité, là, ils sont allés là-bas pour qu'on puisse les voir, pour qu'ils fassent leur Mathieu Vulleur, vous êtes là? Ou bien, la réalité, ce qui, ma foi, est vrai, ils sont allés là-bas parce qu'ils sont en désespoir de cause. Ils n'ont aucune crédibilité. C'était l'une des rares occasions pour eux de pouvoir s'approcher du monde réel, de quitter la caverne et se rapprocher du monde réel. Et donc, ils y sont allés pour célébrer uniquement leur ego et leur arrogance personnelle. Mais ils ne sont pas allés là-bas. Ils n'étaient pas présents à la remise de ce prix, Félix Houphouët-Boigny, pour la paix. Encore moins ne se reconnaîtraient-ils jamais dans la paix. Ça ne les intéresse pas. Tant qu'eux ne sont pas au pouvoir, la paix n'a aucune importance pour eux. En réalité, il faut le dire, comme le dit ce texte de notre père Alexis Diette, l'homme privé devrait à cette occasion de solennité le céder devant l'homme public.
le chef de parti, qui incarne en sa personne des valeurs et des principes politiques transcendants. Les vertus personnelles requises sont l'humilité et le recueillement. Notre jeune démocratie pluraliste ivoirienne souffre de l'égocentrisme pulsionnel effréné de certains chefs politiques comme Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. L'invincible personnalisation des problématiques politiques et l'idolâtrie du pouvoir qui continue de triompher sur l'impératif de confrontation programmatique et de débat d'idées trouve largement sa source dans ce égocentrisme forcené. Il est donc nécessaire de dénoncer ce fléau, de faire prévaloir dans notre espace politique les valeurs et les idéaux politiques, les intérêts et les droits fondamentaux des catégories socio-professionnelles et culturelles du territoire, les intérêts souverains de la nation, la conception de l'État comme service public, c'est-à-dire le bien commun. Mesdames et messieurs, nous avons terminé avec la présentation des sujets de ce jour. Ce fut un énorme plaisir et j'espère que ceux qui ont suivi vont aimer ce que nous avons fait. Je dis merci à tous et je prie encore une fois que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Et très certainement, nous allons nous retrouver le lundi pour animer d'autres sujets. Je dis merci infiniment. Très excellente soirée à chacun et à chacune. Que la grâce de Dieu demeure en nous.